Mais enfin, monsieur Lumley, vous ne pourriez pas me dire pourquoi les chambres ne vous plaisent pas? Un beau jour d'été Il vers n'y avait pas à midi, s'y son tromper. père mourut La écrasé logeuse par la était chute Quel vexée. d'un âge a arbre. réellement Miss de La Groot? patience de Michael sa refusait voix, son de ses combat. 60 traits, ans ou moins? allait Il d'une fut un minute à temps où l'autre les pour dieux voler en avaient éclats. donné de la voix. Charles faillit Aujourd'hui, gémir tout haut. Les rappelle éditions qu'il du Il fallait Typhon. vraiment qu'il explique. Demi-dieu Emporté par encore. la Quelle étape rotation. bien Un avant rendez-vous Apollo proposé par la librairie La Carline. Il fut un temps où les dieux avaient habité la ville. Aujourd'hui, Raphaël repose au Panthéon, demi-dieu encore, favori d'Apollon. Et c'est bien triste de voir les cadavres qui se sont depuis joints à lui. Un cardinal aux mérites oubliés, quelques rois, leurs généraux frappés de cécité, de grands commis de l'État, des savants dont le nom est parvenu jusqu'au dictionnaire, des artistes aux honneurs académiques. Qui se préoccupe de leur existence? Les touristes se tiennent ébahis sous l'antique voûte et regardent d'un air embarrassé vers la lumière qui tombe sur eux, comme de la pluie, par la seule fenêtre du bâtiment, l'ouverture ronde de la coupole autrefois couverte de tuiles en bronze. S'agit-il d'une pluie d'or? Sans doute Danaé se laisse-t-elle conduire par Cook, ou par l'office du tourisme italien, mais elle n'en éprouve aucune joie. Elle ne lève pas sa robe pour accueillir le dieu. Persée n'est pas mise au monde. La méduse garde sa tête et s'installe dans ses meubles. Et Jupiter? Séjourne-t-il modeste pensionnaire parmi nous les mortels? Serait-ce le vieux monsieur de l'American Express, le préposé de l'agence de voyage germano-européen? Ou bien loge-t-il dans une maison de banlieue? Est-il interné dans une maison de fous et soumis à l'analyse de psychiatres indiscrets, jeté dans la prison de l'État? Sous le Capitole, on a mis une louve derrière des grilles. Un animal malade, désespéré. Pas question pour elle d'allaiter Romulus et Rémus. Dans la lumière du Panthéon, les visages des touristes sont comme une pâte. Quel boulanger la pétrira? Quel four lui donnera de la couleur? La musique sonnait faux, elle ne le touchait plus. Elle lui était presque antipathique, comme la voix enregistrée sur la bande magnétique que l'on entend pour la première fois au haut-parleur en pensant « C'est donc moi, ce vaniteux bouffi, ce menteur, cet hypocrite, ce fat ?» Les violons surtout n'étaient pas dans le ton. Cela sonnait trop joli, ce n'était pas le vent lugubre dans les arbres, le dialogue que des enfants tiennent le soir avec le démon. La peur de l'existence n'avait rien de cela. Elle n'avait pas cette mesure, elle n'était pas, de loin, aussi bien accordée. Elle tourmente de façon plus intime l'angoisse originelle. Elle tressaille devant le vert de la forêt, devant l'immensité du ciel, devant les nuages qui passent. Voilà ce que Siegfried aurait voulu chanter. Il avait échoué du tout au tout, et comme sa force n'avait pas suffi, il se sentait faible et abattu. Il aurait pu pleurer. Pourtant Kurenberg avait bon espoir, et louait la symphonie. Siegfried admirait en Kurenberg son talent à servir la partition, à régner sur l'orchestre. Mais il y avait des moments où il se sentait violé par lui. Siegfried se fâchait alors parce qu'il ne se défendait pas. Il ne le pouvait pas. Kurenberg savait tant de choses, et Siegfried avait peu appris et lui était inférieur en connaissances théoriques. Kurenberg aplanissait, articulait, accentuait la partition de Siegfried, et ce qui pour ce dernier était un sentiment douloureux, la recherche d'un son, le souvenir d'un jardin avant toute naissance, une approche de la vérité des choses qui ne pouvait être qu'inhumaine, tout cela, sous la conduite de Kurenberg, devenait humain et limpide, une musique pour auditeur cultivé qui, pour son auteur, rendait un son étranger et décevant. L'effort que faisait Siegfried pour se dominer l'agitait, mais, en fin de compte, il réagissait en artiste et se réjouissait de la précision, de la pureté des instruments, du soin avec lequel les 100 virtuoses du célèbre orchestre interprétaient sa composition. Dans la salle, il y avait des lauriers plantés dans des caisses peintes en vert, ou bien était-ce peut-être des oléandres? Dans les crématoires, on trouve ces mêmes plantes qui, même en été, font penser à des jours froids d'hiver. Variation sur la mort et la couleur de l'oléandre. Tel était le titre que Siegfried avait donné à sa première composition importante, un septuor qui n'avait pas été exécuté. Dans la première version, il avait pensé à la mort de la grand-mère, la seule personne de sa famille qui l'eût aimé, peut-être parce qu'elle avait passé de façon si silencieuse et étrangère, par la maison tant visitée, toute résonnante des bruits de bottes de ses parents. Que son incinération avait été brillante et triste.
La grand-mère était la veuve d'un pasteur, et si elle avait pu y assister, elle n'aurait pas apprécié le déploiement de techniques et de confort, d'hygiène et de commodité, aussi peu d'ailleurs que la froideur et l'adresse du sermon qui accompagnèrent son départ de ce monde. La couronne aussi, avec son ruban criard décoré de la croix gammée, que l'association des femmes avait offerte, lui était certainement désagréable. Elle ne l'aurait jamais dit, mais c'était un fait. Dans la deuxième version, en revanche, Siegfried avait voulu exprimer au moyen de ces 7 instruments quelque chose de plus universel, de plus en demi-teinte. Résistance secrète, sentiments vacillants, étouffés, romantiques et fragiles, et dans ses phrases de bravade, sa musique ressemblait à un torse de marbre entouré de roses, le torse d'un jeune guerrier ou celui d'un hermaphrodite dans la ruine brûlante d'une boutique d'armurier. Sa musique, c'était la révolte de Siegfried contre son entourage, contre le camp des prisonniers, les barbelés, les camarades dont les conversations l'ennuyaient, la guerre dont il rejetait la faute sur ses parents et toute la patrie possédée du diable. Il voulait les faire enrager tous, et il avait prié Kurenberg, un chef d'orchestre qu'il avait connu autrefois chez ses parents et dont il avait lu dans un journal anglais qu'il séjournait à Édimbourg, de lui faire parvenir des exemples de musique dodécaphonique, une manière de composer jugée indésirable dans le milieu où vivait Siegfried, qui l'attirait déjà parce qu'elle avait été proscrite par les puissants, les odieux éducateurs militaires, par le redouté oncle Yudoyan, cet homme puissant dont le sombre portrait, dans son uniforme abhorré, avait trôné au-dessus du bureau du père méprisé.